L'encre sur le certificat de naissance n'était même pas sèche quand l'enveloppe a frappé le lit d'hôpital. La plupart des femmes s'attendent à des fleurs, des larmes de joie ou une chaude étreinte après avoir enduré 20 heures de travail. Jennifer n'a rien eu de tout cela. Au lieu de cela, alors qu'elle serrait son fils nouveau-né contre sa poitrine, son mari n'a pas regardé le bébé. Il a vérifié sa montre Pec Philippe, a soupiré et s'est écarté pour laisser sa mère porter le coup final. « Signe-le, ma chère. » La femme âgée a ricané, pointant les papiers de divorce. « Tu as servi ton but. » Il pensait qu'elle était une orpheline sans le sou qu'il pouvait jeter, comme les ordures d'hier. Il n'avait aucune idée qu'il venait de déclarer la guerre à la plus grande fortune de capital investissement de l'hémisphère occidental. Et elle était sur le point d'acheter leur monde entier juste pour le brûler. Le bip rythmique et régulier du moniteur cardiaque était la seule chose qui ancrait Jennifer Cross à la réalité. Tout le reste semblait flotter dans une brume d'épuisement et de lumière blanche stérile. L'air dans la suite privée au centre médical St. Jude sentait l'antiseptique et les lits chers. Ces derniers, envoyés non par son mari, mais par l'administration de l'hôpital, comme une courtoisie standard pour l'aile VIP. Jennifer a légèrement bougé, grimaçant alors que la douleur de la césarienne flambait à travers son abdomen. Dans le creux de son bras gisait, à peine 4 heures, enveloppé serré dans une couverture d'hôpital standard. Il était parfait, une touffe de cheveux foncés, tout comme ceux de son père, et des yeux qu'elle priait seraient gentils. « Liam !» elle a chuchoté, sa gorge sèche. Liam Cross se tenait près de la fenêtre, regardant la skyline de Manhattan. La pluie fouettait contre la vitre, transformant les lumières de la ville en traînées maculées de gris et d'or. Il ne s'est pas retourné. Il portait le costume anthracite sur mesure qu'il avait mis ce matin pour une réunion du conseil d'administration qu'il prétendait ne pas pouvoir manquer même pendant qu'elle se dilatait. « Est-ce qu'il va bien? » Jennifer a demandé, sa voix tremblant légèrement. Elle voulait qu'il vienne, elle voulait qu'il touche la petite main de Léo. Elle voulait le moment dont elle avait rêvé depuis qu'elle avait découvert qu'elle était enceinte. La porte de la suite s'est ouverte avec un bruissement agressif. Ce n'était pas une infirmière. Béatrice Cross, sa belle-mère, a marché dedans. Le claquement de ses loups-boutons rouges vendus sur le sol en linoléum sonnait comme des coupes de feu. Béatrice était une femme qui portait sa richesse comme une armure, lourde, ostentatoire et conçue pour intimider. Elle était drapée dans un manteau de vison vintage malgré le temps humide de septembre, et un sac Hermes Birkin pendait à son avant-bras comme une arme de guerre. « Il va bien, Jennifer. Les bébés le sont généralement. » Béatrice a dit froidement, ne jetant même pas un coup d'œil à son petit-fils. Elle a marché droite au pied du lit. « Mais nous devons parler maintenant. » Jennifer a instinctivement tiré Léo plus près. « Béatrice, je viens d'avoir une chirurgie. Cela peut-il attendre? » « Non, » Béatrice a dit sèchement. « Cela ne peut pas. Les avocats facturent à l'heure, et je n'ai pas l'intention de gaspiller le fonds familial en temps mort. » Liam s'est finalement détourné de la fenêtre. Il avait l'air pâle, sa mâchoire serrée dans une ligne de détermination sombre. Il ne rencontrait pas les yeux de Jennifer. Il a regardé le sol, puis sa mère, puis finalement le mur derrière la tête de Jennifer. « Liam !» Jennifer a plaidé. « Qu'est-ce qui se passe? » Liam a éclairci sa gorge. « Sarah, regarde, les choses n'ont pas fonctionné. Tu sais ça. N'ont pas fonctionné. Elle l'a fixé à Uri. Nous venons d'avoir un bébé. Nous avons ri au petit déjeuner hier. Tu m'as dit que tu m'aimais avant que j'aille à l'eau. J'étais gentil. » Liam a marmonné, déplaçant son poids. « Je ne voulais pas te perturber avant la procédure. » Béatrice a ricané, fouillant dans son sac surdimensionné. Elle a sorti une épaisse enveloppe manée et l'a jetée sur le lit. Elle a atterri lourdement contre la jambe de Jennifer. « Arrêtons les théâtrales, » Béatrice a claqué. « Liam est le PDG de Cross Enterprises. Il a besoin d'un partenaire qui apporte quelque chose à la table. Actif, connexion, lignée. Quand il t'a épousé,
Nous pensions que ton humble origine te rendrait reconnaissante, soumise, une bonne petite femme au foyer. Béatrice s'est penchée, ses yeux se rétrécissant. Mais l'entreprise saigne, Jennifer. Nous sommes au milieu d'une crise de liquidité. Nous avons besoin d'une fusion avec la famille St. James pour survivre. Et Tiffany St. James ne veut plus être une maîtresse. Elle veut la bague. La pièce a tourné. Les mots ont frappé Jennifer plus fort que la chirurgie. Tiffany, tu me quittes pour Tiffany. Jennifer a chuchoté, regardant Liam. Elle a à peine 22 ans. Elle est cruelle, Liam. S'éclaircit la gorge. Elle a ri de moi au gala de Noël. C'est la fille d'un magnat du pétrole, Jennifer. Liam a claqué, montrant enfin de l'émotion. Elle vient avec une dot de 300 millions de dollars et un accord de pipeline qui sauve ma compagnie. Avec quoi viens-tu? Prêt étudiant et une histoire larmoyante sur le fait d'avoir grandi en famille d'accueil. La cruauté de cela a coupé le souffle à Jennifer. Ils avaient toujours su qu'elle était orpheline. Quand elle a rencontré Liam il y a 3 ans, elle travaillait comme archiviste junior dans une bibliothèque. Elle lui avait dit qu'elle n'avait pas de famille, pas d'argent, juste elle-même. Il avait prétendu l'aimer pour sa simplicité. « J'ai signé un contrat de mariage », Jennifer a dit, sa voix devenant dure comme l'acier. Elle a regardé Léo, dormant paisiblement, inconscient que son père le vendait pour de l'argent du pétrole. « Oui, tu l'as fait », Béatrice a souri, une exhibition de dents de requin et une très étanche. « Tu n'obtiens rien. Pas de pension alimentaire, pas de réclamation sur la propriété Cross. Et concernant la garde, Béatrice a tapé un ongle sur l'enveloppe. Nous avons été généreux. Nous te permettons la garde complète. Liam n'a pas le temps pour les couches et Tiffany ne veut certainement pas le gamin d'une autre femme encombrant son penthouse. Tu prends le garçon. Tu pars ce soir. Ce soir, Jennifer a haleté. Je ne peux pas marcher. Je n'ai même pas été libéré. J'ai parlé au chef de la médecine. Béatrice a dit avec dédain. Il me doit d'une faveur du gala de bienfaisance. Vous êtes libéré contre avis médical, techniquement, mais j'ai déjà fait faire vos bagages. Ils sont dans le hall. Béatrice a fouillé dans son sac à main et a sorti un chèque. Elle l'a jeté sur le lit à côté des papiers de divorce. 10 000 $, Béatrice a dit. Considérez cela comme une indemnité de départ. Ne nous contactez pas. Si vous allez à la presse, nous vous poursuivrons pour diffamation jusqu'à ce que vous pourrissiez dans une prison pour débiteurs. Signe les papiers, Jennifer. Liam s'est finalement avancé. Il a sorti un stylo Montblanc de sa poche et l'a tendu. Juste signe-le, Sarah. Ne rende pas cela plus difficile que ça ne doit l'être. Prends l'argent. Retourne d'où tu viens. C'est mieux pour l'enfant de ne pas grandir dans une maison où il est mal aimé. Jennifer a regardé le stylo. Puis elle a regardé le chèque. 10 000 $ pour effacer un mariage et un père. Lentement, avec précaution, elle a déplacé Léo à son bras gauche. Elle a pris le stylo. S'éclaircit la gorge. Elle n'a pas pleuré. Les larmes qui avaient menacé de tomber se sont évaporées, remplacées par une rage froide et brûlante qui a commencé dans sa poitrine et s'est propagée à ses doigts. Elle a signé les papiers. Sa signature était fluide, élégante et nette. Bien. Béatrice a arraché les papiers avant que l'encre ne sèche. Le chauffeur vous conduira à un motel de votre choix à une distance raisonnable. Non, Jennifer a dit. Sa voix était différente maintenant. Le tremblement était parti. C'était plus grave, résonnant avec une étrange autorité qui a fait hésiter Liam. Je n'ai pas besoin de ton chauffeur. Ne sois pas stupide, Liam a ricané. Tu n'as pas de voiture, j'ai dit. Jennifer a levé les yeux, et pendant une seconde, ils ont ressemblé à du verre brisé. Je n'ai pas besoin de ton chauffeur. Sors. Béatrice a soufflé, ajustant son bison. Volontiers, viens, Liam. Nous avons une réservation de dîner à Liarna Day avec la famille St. James. Tiffany attend. Ils sont sortis sans regarder en arrière. Liam n'a pas dit au revoir à son fils. La porte s'est fermée en un clic, laissant Jennifer seule dans le silence. Elle a regardé le chèque de 10 000 $. Elle l'a ramassé, l'a déchiré à moitié,
l'a déchiré en 4 morceaux précis et les a laissés voltiger dans la poubelle à côté du lit. Puis elle a tendu la main vers son iPhone fissuré sur la table de nuit. Ses doigts ont bougé sur l'écran, composant un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis 5 ans, un numéro qu'elle avait juré de ne plus jamais utiliser. Quand elle s'est éloignée de l'empire de sa famille pour trouver une vie où les gens l'aimaient pour elle-même, pas pour sa valeur nette. Il a sonné une fois. « Bonjour !» Une voix grave et cultivée a répondu. « Cette ligne est restreinte, identifiez-vous. » « C'est Jennifer », elle a dit doucement. Code Phoenix ascendant. Il y a eu une lourde pause à l'autre bout. Alors la voix a perdu son détachement professionnel et a éclaté en pure émotion stupéfaite. « Mademoiselle Vanderwalt, est-ce vraiment vous? C'est moi, Sébastien, » elle a dit, regardant la porte où son mari venait de la quitter. « Je suis à Saint-Jude. J'ai besoin d'une récupération. » « Et Sébastien? »« Oui, Mademoiselle Vanderwalt. Activez le protocole. La famille Cross vient de faire une erreur très coûteuse. » Le processus de décharge était humiliant, exactement comme Béatrice l'avait prévu. Parce que Jennifer a refusé le chauffeur de la famille Cross, le personnel de l'hôpital, soudainement froid et déficient sous l'influence du chef de la médecine, l'avait poussé jusqu'au trottoir et l'y avait laissé. Il pleuvait d'averse, un déluge typique de New York qui mouillait les vêtements en quelques secondes. Jennifer se tenait sous l'étroit au vent de la sortie du secours, frissonnant. Elle portait un survêtement gris dans lequel elle était arrivée, et à côté d'elle se trouvait un unique sac de sport cabossé contenant ses quelques possessions. Léo était attaché à sa poitrine dans un porte-bébé, protégé par son manteau surdimensionné, dormant profondément contre son rythme cardiaque. Les passants l'ont ignorée. Pour eux, elle n'était qu'une autre mère célibataire en difficulté attendant un bus ou un taxi. Qu'elle ne pouvait pas se permettre, une Mercedes noire élégante s'est arrêtée au trottoir à quelques pieds de là. La fenêtre s'est baissée, c'était Liam. S'éclaircit la gorge, Jennifer s'est raidie. Était-il revenu? Avait-il eu un changement de cœur? Depuis le siège passager, une femme s'est penchée par-dessus Liam pour regarder par la fenêtre. C'était Tiffany St. James. Elle était blonde, douloureusement belle d'une manière fabriquée, et portait un collier de diamants qui coûtait plus cher que la maison où Jennifer avait grandi. « Oh, regarde, Liam !» Tiffany a gloussé, sa voix stridente. Elle ressemble à un rat noyé. Es-tu sûr que c'est ton ex-femme? Elle ressemble à la domestique. Liam a serré le volant, refusant de regarder Jennifer. Ne fais pas ça, Tiff. Ne faut pas de foi. Tiff, allons-y. Tiens, chérie, Tiffany a appelé, jetant un billet de $20 par la fenêtre. Il a atterri dans une flaque près de la basket de Jennifer. Prends-toi un chocolat chaud. Tu as l'air d'avoir besoin des calories. Tiffany a ri, un son cruel et bouillonnant. Conduis, Liam. Papa attend. La Mercedes a démarré en trombe, éclaboussant de l'eau boueuse sur les jambes de Jennifer. Elle n'a pas scié. Elle n'a pas bougé pour ramasser les $20. Elle a fixé les feux arrière disparaissant dans l'obscurité de la 5e avenue. Profitant, elle a chuchoté à l'air vide. C'est le dernier trajet que tu feras en homme libre. 5 minutes se sont écoulées. Le froid s'infiltrait dans ses os. Elle s'inquiétait pour Léo, vérifiant sa température avec sa main constamment. Puis l'atmosphère dans la rue a changé. Le trafic semblait s'écarter. Le silence est tombé sur la zone immédiate. Le genre de calme qui accompagne l'arrivée du vrai pouvoir. Tourner le coin n'était pas un taxi. Ce n'était pas un Uber. C'était une cavalcade de 3 SUV noirs aux vitres teintées flanquant une Rolls-Royce Phantom aérée bleu nuit. Les véhicules se sont déplacés avec une précision prédatrice. Ils ont glissé jusqu'à l'arrêt exactement devant Jennifer, ignorant les panneaux d'interdiction de stationner. Le gardien de sécurité de l'hôpital s'est avancé, l'air agressif. « Hey, vous ne pouvez pas vous garer. » Les portes des SUV se sont ouvertes à l'unisson. 6 hommes en costume noir sur mesure sont sortis. Ils étaient grands,
portait des oreillettes et se déplaçait avec la fluidité disciplinée d'ex-forces spéciales. Deux d'entre eux se sont placés entre le gardien de sécurité et la Rolls-Royce, leurs bras croisés. Le gardien a ravalé ses mots et a reculé. La porte arrière de la Rolls-Royce s'est ouverte. Un homme plus âgé est sorti. Il était impeccable, vêtu d'un costume 3 pièces Savile Row, tenant un grand parapluie noir. Il avait les cheveux argentés et la posture d'un homme qui avait servi des rois. C'était Sébastien, le majordome du domaine Vanderwalt, un homme qui avait pratiquement élevé Jennifer lorsque ses parents étaient trop occupés à conquérir les marchés mondiaux. Il ne courait pas, mais il marchait avec une vitesse urgente. Il a ouvert le parapluie et l'a tenu haut, protégeant complètement Jennifer et le bébé de la pluie. Mademoiselle Jennifer, Sébastien a dit, sa voix épaisse d'émotion réprimée, s'éclaircit la gorge. Il a regardé ses vêtements mouillés, le sac de sport bon marché et l'épuisement gravé sur son visage, ses yeux durcis d'un éclat terrifiant. Nous sommes venus aussi vite que le jet a pu atterrir. Bonjour, Sébastien. Elle a expiré, ses genoux se sentant finalement faibles. Je ne savais pas si tu viendrais. La famille vous a cherché pendant 5 ans, Sébastien a dit gentiment. Votre grand-père n'a jamais arrêté les balayages satellites quand le code est arrivé. Eh bien, il est déjà en liaison vidéo dans la voiture. Sébastien a fait un geste vers la porte ouverte de la Rolls-Royce. L'intérieur était un sanctuaire de cuir crème et de bois de noyer, chaud et accueillant. Laissez-moi prendre le sac, madame. Un des gardes de sécurité a dit, s'avançant et soulevant doucement le sac de sport cabossé comme s'il contenait des joyaux de la couronne. L'enfant, Sébastien a demandé, regardant attentivement le paquet. Léo, Jennifer a dit. Son nom est Léo. Maître Léo, Sébastien s'est corrigé avec une révérence. L'air, Jennifer est entrée dans la voiture, s'enfonçant dans les sièges massants chauffants. Le silence à l'intérieur était absolu, coupant le bruit de la ville. Un gobelet en cristal d'eau et une serviette chaude attendaient déjà sur la console. Sébastien a glissé sur le siège en face d'elle alors que la lourde porte se fermait avec un bruit sourd. Le convoi a commencé à bouger, glissant sans effort de nouveau dans le trafic. Où aussi Mademoiselle Vanderwalt? Sébastien a demandé. Le Penthouse au 432 Park Avenue, le domaine des Hamptons, ou Iron nous directement à la piste d'atterrissage pour retourner à Zurich. Jennifer a pris une gorgée d'eau, sentant la vie revenir à son corps. Elle a regardé par la fenêtre teintée. Il passait la rue où se tenait l'immeuble de bureau de Liam, une modeste structure en verre comparée à ce qu'elle possédait. Pas de Zurich encore, Jennifer a dit. Ses yeux s'assombrissant, s'éclaircit de la gorge. Nous restons à New York. J'ai des affaires à conclure. Sébastien a ouvert une tablette concernant la famille Cross que vous avez mentionnée dans l'appel. J'ai pris la liberté d'effectuer un diagnostic préliminaire de leurs finances pendant le trajet ici. Il a tourné la tablette. Il montrait un graphique avec une tendance fortement à la baisse. Liam Cross, PDG de Cross Enterprises, logistique et expédition de niveau intermédiaire. Actuellement endettés jusqu'au cou. Ils ont un prêt-relais du lundi. S'ils n'obtiennent pas la fusion St. James, ils sont insolvables. Jennifer a fixé l'écran. Ils m'ont expulsé pour cette fusion, Sébastien. Ils ont jeté Léo pour cette fusion. Le visage de Sébastien est resté impassible, mais ses doigts se sont resserrés sur le stylet. Une erreur tactique. Dois-je simplement racheter la dette et les saisir demain matin? Non, Jennifer a dit doucement. Elle a tendu la main et a caressé la joue de Léo. C'est trop rapide, trop facile. Ils m'ont humilié. Ils m'ont fait me sentir petite. Je veux qu'ils croient qu'ils ont gagné. Je veux qu'ils grimpent jusqu'au sommet de leur petite montagne, fassent sauter le champagne et regardent en bas. Elle a levé les yeux vers Sébastien et pour la première fois depuis des années, la bibliothécaire timide était partie. À sa place siégeait la petite fille de Silas Vanderwalt, le loup de Zurich. « Je veux être celle qui les poussera », elle a déclaré.
Procurez-moi le dossier sur la famille Saint James et Sebastian par l'immeuble où se trouve le bureau de Liam. Je ne veux pas l'expulser encore. Je veux juste être son propriétaire. Sébastien s'est permis un très petit, très froid sourire. Très bien, madame. Et pour ce soir, Jennifer s'est adossée. Nous préparons. Et demain, j'ai besoin d'un relooking. Si je vais les détruire, je dois ressembler à une Vanderwalt. La Rolls-Royce a accéléré, emportant la milliardaire secrète et son héritier loin du caniveau et vers leur vengeance. Le penthouse au 432 Park Avenue était moins une maison et plus une forteresse dans le ciel. Situé à 96 étages au-dessus de la grille de béton de Manhattan, il offrait une vue qui faisait ressembler l'Empire State Building à un jouet. Les fenêtres du sol au plafond encadraient la ville dans un panorama de lumière scintillante, mais à l'intérieur l'atmosphère était feutrée, isolée par du verre triple épaisseur et le poids lourd de l'argent ancien. Jennifer était assise dans un fauteuil à oreilles rembourré de velours crème. Elle s'était douchée, frottant l'odeur de l'hôpital et du savon bon marché de sa vie précédente de sa peau. S'éclaircit la gorge. Elle était enveloppée dans une robe en cachemire qui coûtait plus cher que la voiture de Liam. Pourtant, elle se sentait vide. Dans la chambre d'enfant adjacente à la suite principale, une pièce préparée à la hâte par l'équipe avancée de Sébastien, là-haut dormait dans un berceau en acajou sculpté à la main qui avait autrefois contenu Jennifer elle-même. Une infirmière de nuit privée, vérifiée par l'équipe de sécurité Vanderwalt, était assise silencieusement dans le coin, lisant un livre. Jennifer a pris une gorgée du pinot noir millésimé que Sébastien avait versé. Il avait le goût de souvenirs qu'elle avait essayé de supprimer. La connexion est établie, madame, Sébastien a dit, posant une tablette sécurisée sur la table basse. L'écran a scintillé, se résolvant en l'image d'une bibliothèque à Zurich. Assis derrière un énorme bureau en chêne se trouvait Silas Vanderwalt. À 82 ans, le patriarche de la dynastie bancaire Vanderwalt avait l'air frêle, mais ses yeux étaient aussi perçants que des diamants taillés. Il était sous oxygène, un tube en plastique courant sous son nez, mais sa présence n'était pas diminuée. « Grand-père », Jennifer a chuchoté, sentant des larmes piquer ses yeux pour la première fois depuis qu'elle avait quitté l'hôpital. « Jennifer ». La voix de Silas était rauque, transmise par des canaux cryptés. Il s'est penché vers la caméra. « Laisse-moi le voir. Laisse-moi voir le garçon. » Jennifer a pris la tablette et est entrée dans la chambre d'enfant, inclinant la caméra pour que Silas puisse voir le nourrisson endormi. « Léo », elle a dit doucement. Sur l'écran, le visage du vieil homme s'est adouci, le masque de fer du milliardaire fondant dans le désir d'un arrière-grand-père. Il a le menton Vanderwalt. Fort, bien. Silas a regardé Jennifer alors qu'elle retournait au salon, son expression durcie. Sébastien m'a dit ce qu'ils ont fait. Les papiers, l'hôpital, la pluie. J'étais folle, grand-père, Jennifer a admis, regardant ses mains. Je voulais un conte de fées. Je voulais être aimé pour moi, pas pour les milliards. Je pensais que Liam était différent. Tu es une Vanderwalt, Silas a dit sévèrement, bien que sa voix tremblait de rage réprimée. Nous ne cherchons pas les contes de fées. Nous écrivons l'histoire. Tu as essayé de jouer le rôle d'une brebis, ma chère, mais tu es née louve. Et maintenant, les loups sont à la porte. Ils m'ont jeté, grand-père, comme si je n'étais rien. Alors rappelle-leur, Silas a grogné. Rappelle-leur que rien ne coûte tout. L'intégralité des actifs du Zurich Trust est à ta disposition. Le conseil a été informé que tu es le mandataire en exercice. Brûle-les, Jennifer, mais fais-le lentement. Je veux regarder le cours de l'action de Cross Enterprises atteindre 0 avant de mourir. Je le ferai, Jennifer a promis. Mais je dois tuer la fusion d'abord. Sébastien a les détails. Silas a hoché la tête. Je t'aime, mon enfant. Bienvenue à la maison. L'écran est devenu noir. Jennifer s'est assise en silence un long moment, laissant la conversation s'installer dans ses os. Elle n'était plus Jennifer Cross, l'archiviste en difficulté,
Cette femme était morte sur le trottoir sous la pluie. Sébastien, elle a appelé sans se retourner. Le majordome s'est matérialisé des ombres du couloir. Madame, la fusion Saint James, dites-moi tout. Sébastien a produit un dossier relié en cuir. C'est un coup de désespoir classique. Liam a besoin de capital. La famille Saint James a besoin d'un visage légitime pour ses opérations pétrolières afin de contourner les nouvelles réglementations de l'EPA. Le mariage entre Liam et Tiffany scelle l'alliance. Cependant, l'accord repose sur un seul actif, l'extension du pipeline Dakota. Jennifer a ouvert le dossier. Elle a scanné les cartes et les documents juridiques avec une vitesse et une compréhension qui auraient terrifié Liam, qui a toujours supposé qu'elle ne comprenait pas les affaires. Le pipeline, elle a murmuré, traçant une ligne rouge sur la carte. Il traverse le Dakota du Nord. C'est la seule façon pour eux de déplacer le pétrole assez efficacement pour atteindre les marges bénéficiaires que Liam a promises à la banque. Correct, Sébastien a dit. Ils ont acquis 99% des droits fonciers. 9, Jennifer s'est arrêtée. Son doigt a plané au-dessus d'une petite parcelle de terre triangulaire juste au milieu de l'itinéraire proposé. Qui possède ceci? Un récalcitrant, Sébastien a dit, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Un vieux fermier nommé M. Henderson. Il déteste la famille Saint James. Il a refusé de vendre pendant 3 ans, mais il est endetté. Sa ferme sera saisie par la banque locale mardi prochain. Les avocats de Saint James attendent comme des vautours pour l'acheter aux enchères. Jennifer a fermé le dossier. Le son était net dans la pièce silencieuse. Par la banque, elle a dit. Sébastien a cligné des yeux, bien qu'il n'ait pas été surpris. La banque locale dans le Dakota du Nord. Oui, acheter toute la banque demain matin, utiliser la société écran Phoenix Holdings, puis appeler M. Henderson. Dites-lui que sa dette est pardonnée. En échange, je veux acheter sa terre pour 10 fois sa valeur, mais l'acte reste à son nom avec Phoenix Holdings, comme seul fiduciaire exclusif. Cela bloquera le pipeline en permanence, Sébastien a noté. Sans cette bande de terre, le pétrole de Saint James est bloqué. La fusion devient sans valeur. Exactement. Jennifer s'est levée, serrant sa robe. Mais ne leur dites pas encore. Laissez-les penser que l'accord se fait. Je veux voir l'expression sur le visage de Liam quand le sol se dérobera sous lui. Considérez cela comme fait. Sébastien a fait une révérence. Et concernant demain soir, demain le gala d'or d'automne au Guggenheim. Liam Cross et Tiffany St. James sont les invités d'honneur. C'est leur fête de présentation en tant que couple. La presse sera là. Jennifer a marché jusqu'à la fenêtre, fixant son reflet dans la vitre. Elle avait l'air fatiguée, pâle et brisée. « Je ne peux pas y aller comme ça », elle a chuchoté. « J'ai pris la liberté », Sébastien a dit, faisant un geste vers les doubles portes à l'autre bout de la pièce. L'équipe de stylisme de Paris est arrivée il y a 1 heure. Ils y attendent dans la salle d'habillage. Jennifer s'est retournée. « Faites les entrées. » S'éclaircit la gorge. « J'ai besoin d'une coupe de cheveux. J'ai besoin d'une garde-robe. Et j'ai besoin de diamants, net. » Le musée Guggenheim était transformé en un kaléidoscope de feuilles d'or et de velours. Des serveurs en smoking blanc naviguaient à travers les foules de l'élite new-yorkaise, portant des plateaux de caviar et de champagne qui coûtaient plus cher qu'une Honda Civic. Au centre de la pièce, tenant court près de la rampe en spirale, se tenait Liam Cross. Il avait tout l'air du PDG à succès. Son smoking était taillé à la perfection, ses cheveux coiffés, son sourire exercé. Mais sous le vernis, la sueur piquait son col. Il vérifiait constamment son téléphone, attendant la confirmation des avocats que la saisie de la firme Henderson était complète. Accrochée à son bras se trouvait Tiffany St. James. Elle portait une robe qui laissait très peu à l'imagination, une affaire transparente et pailletée qui criait nouvel argent. Elle riait trop fort, buvait trop vite et s'est fait un point d'honneur de montrer la bague de fiançailles en diamant canari de 10 carats que Liam avait acheté à crédit. « Arrête de vérifier ton téléphone, chérie. » Tiffany a sifflé, pinçant son bras tout en souriant pour un photographe. « Tu as l'air nerveux. Les gagnantes ne sont pas nerveux.
Je veux juste la confirmation, Liam a marmonné. Une fois que nous aurons la terre, le Conseil approuve la fusion, et je peux rembourser le prêt relais. Si cela échoue, ce ne sera pas le cas. Tiffany a levé les yeux au ciel. Papa a dit que le fermier est fauché. Nous attendons juste que le marteau tombe. Maintenant, donne-moi un autre verre. Les St. James A's ne peuvent pas être vus avec un verre vide. Liam a soupiré et s'est tourné vers le bord. Il a ressenti un étrange creux dans sa poitrine. Cela faisait 48 heures qu'il avait regardé Jennifer debout sous la pluie. Il a repoussé la pensée. Elle était le passé. Ceci, les lumières, les caméras, le pouvoir, c'était le futur. Soudain, le bourdonnement des conversations dans l'atrium s'est éteint. Cela a commencé près de l'entrée et s'est propagé vers l'extérieur comme une vague. Les têtes se sont tournées, les verres ont été abaissés, même le quatuor à cordes a semblé faiblir un instant. Liam a froncé les sourcils, regardant vers les massives portes en verre. Qui est-ce? Marchant dans le gala était une femme qui semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Elle portait une robe en soie bleu nuit, structurée et architecturale, qui épousait sa silhouette avant de cascader en une traîne dramatique. C'était modeste, mais indéniablement sensuel. Autour de son cou se trouvait un collier qui a fait haleter la pièce, une cascade de saphirs et de diamants blancs qui ressemblait à une cascade gelée. Ses cheveux, autrefois longs et ondulés, étaient coupés en un bob net et chic qui encadrait son visage. Son maquillage était impeccable, soulignant des yeux qui scannaient la pièce avec un calme de prédateur. Elle ne marchait pas. Elle glissait. La flanquaient deux hommes qui ne ressemblaient pas à des invités. Ils ressemblaient à des services secrets. Mon Dieu, un banquier debout à côté de Liam a chuchoté. Est-ce que le Saphir Vanderwalt? Je n'ai pas vu cette pièce depuis l'enchère à Sotheby's en 88. Liam a plissé les yeux. La femme avait l'air familière, douloureusement familière, mais la posture, l'aura froide d'autorité, la richesse stupéfiante dégoulinant de son cou, ce ne pouvait pas être elle. Qui est-elle? Tiffany a demandé, sa voix stridente de jalousie. Pourquoi tout le monde la regarde? Elle n'est même pas sur la liste. La femme s'est déplacée à travers la foule. Les gens se sont naturellement écartés pour elle, attirés par l'attraction magnétique du vrai pouvoir. Elle s'est arrêtée près du centre de la pièce, saluant l'ambassadeur de France avec un accent parisien parfait. Liam a senti ses jambes s'engourdir. Il a fait un pas involontaire en avant. Jennifer s'est sortie comme un chuchotement, perdu dans le bruit. Tiffany l'a entendu. Elle a tourné brusquement la tête. « Qu'as-tu dit ça? Ce n'est pas ton ex-femme débraillée, Liam. Ne sois pas un idiot. » Mais Liam connaissait la courbe de cette mâchoire. Il connaissait la forme de ses yeux. Il a dépassé Tiffany, attiré comme un papillon par une flamme. Jennifer a terminé sa conversation avec l'ambassadeur et s'est retournée. Elle s'est retrouvée face à la poitrine de Liam. De près, la transformation était terrifiante. La fille douce et gentille qui tricotait des couvertures et lisait de la poésie était partie. À sa place se trouvait une reine qui regardait Liam comme s'il était une tache sur une vitre. « Jennifer !» Liam a suffoqué. « Quoi? Que fais-tu ici ?» La pièce était devenue silencieuse autour d'eux, tout le monde sentant la tension. Jennifer a pris une gorgée de son eau pétillante. Elle n'a pas cillé. « Je suis désolé. Est-ce que je te connais? » Sa voix était froide, détachée. « C'est moi, Liam. » Il a balbutié, son cerveau ne parvenant pas à calculer les diamants, la robe, le détail de la sécurité. « Ton mari, ex-mari. » « Ah !» Jennifer a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. « Monsieur Cross, je ne vous ai presque pas reconnu sans votre mère vous tenant la main. » Une vague de rires nerveux a traversé la foule proche. Liam a rougi d'un cramoisi profond. « Comment es-tu entré ici? » Liam a sifflé, s'approchant, essayant de reprendre le contrôle. « C'est un événement à 5 000 $ par couvert. As-tu dépensé ton chèque de licenciement pour une robe de location
pour essayer de me rendre jaloux? C'est pathétique, Sarah. Rentre chez toi avec le gosse avant de te ridiculiser. Tiffany est apparue au coude de Liam, évaluant Jennifer. Alors, c'est le cas de charité. Jolie robe, chérie. Est-ce vintage ou juste d'occasion? Jennifer a lentement tourné son regard vers Tiffany. Elle a regardé la femme plus jeune pendant un long silence inconfortable, faisant gigoter Tiffany. S'éclaircit la gorge. Mademoiselle St. James, Jennifer a dit doucement. Je crois que votre père vous cherche. Il semble angoissé. Quoi? Tiffany a froncé les sourcils. Mais pour répondre à ta question, Liam, Jennifer s'est retournée vers lui, sa voix baissant d'une octave, devenant de l'acier. Je n'ai pas acheté de billets. J'ai acheté la table. En fait, je suis le principal sponsor de la soirée. Tu m'es. Liam a ricané. Tu n'as rien. À ce moment, le commissaire Prissard est monté sur scène, tapotant le microphone. Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention. Avant de commencer l'enchère, j'ai une annonce spéciale. Le gala de ce soir a reçu une donation de contrepartie surprise de 5 millions de dollars. S'éclaircit la gorge. Des halètements ont rempli la pièce. Ce don généreux vient du Phoenix Trust nouvellement établi. Le commissaire-priseur a tonné. Représenté ici ce soir par sa présidente, Mademoiselle Jennifer Vanderwalt. Le nom a frappé la pièce comme une bombe. Vanderwalt. Le nom n'était pas seulement de l'argent, c'était une richesse fondamentale. C'était la banque, l'acier et le transport maritime. C'était un nom qui ouvrait des portes à la Maison-Blanche et concluait des affaires à Pékin. Liam a gelé. Le sang s'est drainé de son visage si vite qu'il a failli s'évanouir. Vander. Walt. Non. Non. Tu es Jennifer Smith. Tu es une orpheline. Je suis Jennifer Vanderwalt. Elle l'a corrigé, sa voix résonnant claire dans le silence. Héritière unique du domaine Vanderwalt. Et tu as raison, Liam. S'éclaircit la gorge. J'étais orpheline, mais je n'ai jamais été pauvre. Je voulais juste voir si un homme pouvait m'aimer sans l'argent. Laissez pencher près pour que seuls Louis et Tiffany puissent entendre. Le parfum de son parfum cher a rempli les sens de Liam, l'étouffante. Tu as échoué au test, Liam. Spectaculairement. Tiffany avait l'air de vouloir vomir. Elle a regardé le collier autour du cou de Jennifer, valant plus que toute la compagnie pétrolière de son père, et a réalisé l'ampleur de l'erreur. Mais ne vous inquiétez pas, Jennifer a reculé, lissant sa jupe en soie. Je ne suis pas ici pour faire une scène. Je suis juste ici pour faire un peu d'affaires. J'entends qu'il y a des biens immobiliers de premier ordre dans le Dakota du Nord qui arrivent sur le marché. Les yeux de Liam se sont écarquillés d'horreur. Dakota du Nord. Jennifer a fait signe à Sébastien, qui se tenait dans l'ombre. Il s'est avancé et a tendu à Liam un seul document impeccable. « Nous avons acheté la banque, Monsieur Cross, » Jennifer a dit agréablement. « Et nous avons pardonné le prêt de Monsieur Henderson ce matin. La terre appartient maintenant à Phoenix Trust. Il n'y aura jamais de pipeline. » Elle s'est retournée pour partir, puis a fait une pause et a regardé par-dessus son épaule. « Profite de la fête, Liam. Je vous suggère d'essayer le homard. C'est le dernier repas cher que vous allez avoir pendant très longtemps. » Alors qu'elle s'éloignait, la foule s'est écartée pour elle comme la mer Rouge. Liam est resté figé sur place, le document tremblant dans sa main, alors que la réalité de sa damnation commençait à se refermer sur lui. Il n'avait pas juste divorcé de sa femme, il avait déclaré la guerre à une déesse, et elle venait de tirer le premier coup. Le matin après le gala d'or d'automne, le soleil s'est levé sur Manhattan avec une brillance qui semblait moqueuse pour les occupants de la salle de conférence de Cross Enterprises. La lumière a inondé à travers les fenêtres du sol au plafond, illuminant les mouches de poussière dansant dans l'air et le reflet de sueur froide sur le front de Liam Cross. Il était 7 heures du matin. Le café dans la cafetière était déjà brûlé. Liam était assis à la tête de la longue table en acajou, sa chemise de smoking de la veille, déboutonnée au col,
sa cravate jetée sur le sol. Il n'avait pas dormi. En face de lui était assise Béatrice, l'air inhabituellement décoiffé, ses lèvres pressées en une ligne mince et exsangue. Debout près de la fenêtre, ressemblant à un nuage d'orage dans un costume sur mesure, se trouvait Robert St. James, le père de Tiffany et le magnat du pétrole qui était censé les sauver. « Vous me dites, Robert a dit, sa voix dangereusement calme, que la paysanne que vous avez divorcée, celle dont ma fille a ri sous la pluie, est la petite fille de Silas Vanderwalt. » Nous ne savions pas, Liam a croassé, se frottant les tempes. Elle ne nous a jamais dit. Elle vivait comme une pauvre, Robert. Elle achetait avec des coupons. Elle conduisait une Toyota de 10 ans. Parce qu'elle te testait, espèce d'imbécile. Robert a rugi, claquant son poing sur la table en verre. Le son a résonné comme un coup de feu. Et tu as échoué. Tu as remis les clés de la fortune Vanderwalt. Un accord de divorce pour 10 000 $. Papa, arrête de crier. Tiffany a gémi depuis le coin. Elle faisait défiler son téléphone, son visage pâle. C'est partout sur TikTok. Une héritière Vanderwalt. Tout le monde se moque de moi. Ils m'appellent le déclassement. Je ne peux pas aller à la semaine de la mode comme ça. Tais-toi, Tiffany. Robert a claqué. Il s'est retourné vers Liam. Le pipeline est mort. Jennifer, Madame Vanderwalt, possède le goulet d'étranglement. Mon pétrole est bloqué dans le Dakota du Nord. Sans ce pipeline, les coûts de transport ruineront mon bras de distribution d'ici le trimestre. Nous pouvons négocier, Béatrice a interjeté, sa voix tremblant légèrement. C'est une mère. Elle est émotive. Nous pouvons faire appel à elle. Faire appel à elle. Robert a ri, un son dur et aboyeur. C'est une Vanderwalt. Savez-vous comment Silas Vanderwalt a fait son argent? Il achetait des entreprises juste pour virer la direction et vendre le mobilier de bureau pour le sport. On ne négocie pas avec un requin quand on saigne dans l'eau. Robert a ajusté ses manchettes. La fusion est annulée, Liam. Évidemment, tu ne peux pas faire ça. Liam s'est levé, la panique saisissant sa poitrine. Nous avons un contrat. Si vous vous retirez, le prêt relais de la Cayman Bank se déclenche immédiatement. Je n'ai pas 40 millions de dollars liquides. Cross Enterprises sera insolvable d'ici midi. Lisez les petits caractères. Robert est ricané. Il y a une clause de changement défavorable significatif. Ton ex-femme bloquant le pipeline est un changement significatif. Je me retire et Tiffany te quitte. Rends-lui la bague, Tiff. Tiffany a glissé le diamant canari de son doigt et l'a jeté sur la table. Il a tourné bruyamment, s'immobilisant près de la main de Liam. Désolé, Liam, elle a haussé les épaules, vérifiant son reflet dans son téléphone. S'éclaircit la gorge. Mais je ne sors pas avec des gars en faillite. C'est mauvais pour ma marque. Robert et Tiffany sont sortis, laissant les lourdes portes en chaîne se balancer derrière eux. Le silence est tombé sur la pièce, lourd et suffocant. Mère, Liam a chuchoté, que faisons-nous? Béatrice a fixé la bague en diamant sur la table. Ses yeux étaient vitreux, son esprit parcourant des options qui disparaissaient rapidement. Nous nous battons, nous la poursuivons pour fraude. Elle a déformé ses actifs pendant le mariage. Nous lui avons fait signer un contrat de mariage qui renonçait explicitement à toutes les divulgations. Liam a crié, craquant finalement. Tu t'en es assuré. Tu voulais lui cacher mes actifs. Nous nous sommes joués nous-mêmes. L'interphone sur la table a bourdonné. C'était la réceptionniste, sa voix tremblant. Monsieur Cross, il y a des gens ici pour vous voir. Je vous ai dit pas de presse. Liam a crié à l'haut-parleur. Ce n'est pas la presse, monsieur. C'est une délégation de Phoenix Holdings. Liam et Béatrice ont gelé. Les portes se sont ouvertes. Ce n'était pas Jennifer. C'était Sébastien, accompagné de 3 avocats en costume gris qui semblaient sculptés dans du granit. Sébastien n'a pas fait la révérence. Il n'a pas souri. Il est entré dans la pièce avec l'air d'un homme entrant dans une propriété qu'il possédait déjà. Il a posé une mallette sur la table juste à côté de la bague de fiançailles rejetée. « Bonjour », Sébastien a dit agréablement. « J'espère que vous avez bien dormi.
Fichez le camp de mon immeuble, Liam a craché. Votre immeuble, Sébastien a levé un sourcil. Il a fait signe à l'un des avocats qui a fait glisser un document sur la table. À partir de 8h05 ce matin, la Banque des îles Caïmans a vendu votre prêt relais en difficulté, Sébastien a expliqué. Ils étaient assez heureux d'obtenir 60 cents sur le dollar. Phoenix Holdings est maintenant le seul créancier de Cross Enterprises. Liam a ramassé le document. Les chiffres nageaient devant ses yeux. Il devait à Jennifer 40 millions de dollars, payables immédiatement. Nous sommes ici pour exiger le remboursement du prêt, Sébastien a dit, vérifiant sa montre de poche. Vous avez jusqu'à, vous n'avez pas de temps en fait. Puisque vous êtes en défaut, nous exerçons notre droit de saisir les garanties. Quelle garantie? Béatrice a sifflé. Les navires sont loués. Pas les navires, Sébastien a corrigé. L'action. Les actions votantes de classe de Cross Enterprises ont été gagées en garantie du prêt. S'éclaircit la gorge. Lis la page 42 de l'accord que tu as signé, Liam. Liam a feuilleté les pages frénétiquement. C'était là. Dans son arrogance, croyant que la fusion était une chose sûre, il avait gagé sa participation de contrôle dans sa propre entreprise familiale pour garantir le prêt. Alors Sébastien a joint ses mains derrière son dos. En tant que représentant de l'actionnaire majoritaire, j'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Le conseil, qui n'est maintenant que Mel Vanderwalt, a voté pour mettre fin aux fonctions du PDG et du directeur financier avec effet immédiat. Vous me renvoyez, Liam a chuchoté, de l'entreprise de mon père. Ce n'est plus l'entreprise de ton père, Sébastien a dit froidement. Elle appartient à la femme que tu as jetée sous la pluie. La sécurité attend dans le couloir. Vous avez 10 minutes pour vider vos bureaux. Tout ce qui est laissé derrière sera incinéré. Béatrice s'est levée, son visage prenant une teinte violette violente. Je ne serai pas expulsé par un domestique. Je parlerai à Jennifer. Elle me doit du respect. Je suis la grand-mère de son enfant. L'expression de Sébastien s'est assombrie. Le vernis poli s'est fissuré, révélant la dangereuse loyauté en dessous. Vous êtes la femme qui a essayé de séparer sa mère de son nouveau-né. Sébastien a dit, sa voix tombant à un chuchotement terrifiant. Vous avez de la chance, mademoiselle Vanderwalt, ne fait que prendre votre entreprise. Si cela ne tenait qu'à moi, je prendrais votre liberté. S'éclaircit la gorge. Il a fait un geste vers la porte. 10 minutes. L'horloge tourne. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le rachat hostile. Liam et Béatrice vivaient dans un appartement de service dans le Queens. C'était propre, fonctionnel, et pour des gens comme eux, un véritable enfer. Leurs actifs étaient gelés en attendant la liquidation de la faillite. La Rolls-Royce était partie. La maison des Hampton a été saisie. Même les manteaux de fourrure de Béatrice avaient été vendus aux enchères, ironiquement achetés par une association caritative qui habillait les sans-abri. Jennifer avait été minutieuse. Elle ne les avait pas seulement vaincus, elle avait effacé leur statut. Mais dans la misère tranquille de l'appartement, Béatrice Cross ne réfléchissait pas à ses péchés. Elle rongeait son frein. « Mange tes œufs !» Béatrice a claqué, poussant une assiette d'œufs brouillés caoutchouteux vers Liam. Liam était assis à la petite table de salle à manger, fixant le mur. Il ne s'était pas rasé depuis des jours. Il ressemblait à un fantôme de l'homme qui avait été au gala. « C'est fini, mère, » Liam a murmuré. « Déménageons juste en Ohio. J'ai un cousin là-bas. Je peux trouver un travail dans la vente. »« Vente ?» Béatrice a hurlé. « Un Cross ne travaille pas dans la vente. Nous sommes de la royauté. Nous ne sommes rien. » Liam a claqué sa main sur la table. Elle a gagné. Elle a l'argent, le pouvoir, l'entreprise. Nous n'avons rien avec quoi négocier. Nous avons le garçon, Béatrice a dit doucement. Liam l'a regardé. Quoi? Le bébé? Les yeux de Béatrice ont brillé d'une lumière toxique. Léo? Il est l'héritier, non seulement du nom Cross, mais de la fortune Vanderwalt. J'ai renoncé à la garde, Liam lui a rappelé amèrement.
Tu m'as dit de le faire. Tu as dit que Liam n'avait pas le temps pour les couches. Vous avez signé un abandon volontaire. Béatrice a corrigé, son esprit fonctionnant comme un nid de vipères. Mais nous pouvons invoquer la contrainte. Nous pouvons affirmer que vous étiez en état de détresse émotionnelle. Nous pouvons affirmer qu'elle a retenu la vérité sur ses finances, ce qui rend l'accord de divorce frauduleux. Aucun juge ne croira ça. Liam a dit, nous ressemblons à des monstres. Peu importe ce que le juge croit, Béatrice s'est penchée. Ce qui compte, c'est ce que le public croit. Les Vanderwalt valorisent la vie privée par-dessus tout. Silas Vanderwalt est obsédé par le fait de garder leur nom propre. Si nous allons à la presse, si nous peignons Jennifer comme une milliardaire fraude et manipulatrice qui a volé le fils d'un père et a utilisé son argent pour écraser une famille en difficulté. Tu veux la faire chanter? Je veux un accord, Béatrice a dit fermement. 50 millions pour partir pour abandonner la procédure de garde. Elle le paiera pour garder le garçon hors des tabloïds. Liam a senti un nœud de nausée dans son estomac. C'était bas. C'était méprisable. Mais il a regardé autour de l'appartement exigu, la peinture écaillée et les meubles bon marché. Il s'est souvenu de la sensation des draps de soie et du respect de ses pairs. « Fais-le », Liam a dit, sa voix creuse. 2 jours plus tard, l'embuscade était tendue. Jennifer quittait l'hôtel St. Regis, où elle venait de conclure une réunion de déjeuner avec le conseil d'administration de sa nouvelle fondation caritative. Elle est sortie sur le trottoir, Léo attaché à sa poitrine dans un porte-bébé en coton biologique sur mesure. Sébastien ouvrait la porte du SUV quand les caméras ont envahi. Ce n'était pas seulement des paparazzis, c'était une frappe coordonnée. Béatrice avait demandé des faveurs à chaque chroniqueur de potins qu'elle avait alimenté en histoire au fil des ans. Jennifer, est-il vrai que vous avez refusé à Liam l'accès à son fils? Mademoiselle Vanderwalt, avez-vous caché vos milliards pour piéger votre mari? Commentez les allégations selon lesquelles vous êtes une mère indigne utilisant la richesse pour aliéner le père. Des flashs ont éclaté comme des éclairs. Des microphones ont été poussés au visage de Léo, le réveillant. S'éclaircit la gorge. Le bébé a commencé à gémir. La main de Jennifer s'est envolée pour protéger la tête de Léo, protégeant ses yeux. « Reculez! Reculez, Liam! » un reporter a crié. Liam et Béatrice ont émergé de la foule. Ils étaient habillés modestement. Liam dans un pull, Béatrice dans un simple manteau, ressemblant à des victimes sympathiques. Béatrice s'essuyait même ses yeux secs avec un mouchoir. « Sarah, s'il te plaît, » Liam a plaidé, jouant pour les caméras. « Je veux juste tenir mon fils. Tu as pris ma compagnie, ma maison, ma vie. Ne le prends pas. C'est mon petit-fils. » Béatrice a sangloté dramatiquement. « Nous voulons juste être une famille. Pourquoi es-tu si cruel? » La foule a murmuré. Le récit changeait. Pour l'observateur non informé, cela ressemblait à une femme riche et puissante intimidant une famille brisée. Jennifer est restée figée une seconde. L'ancienne Jennifer aurait paniqué. Elle aurait couru. Mais la femme debout sur le trottoir était une Vanderwalt. Elle ne s'est pas retirée dans la voiture. Elle n'a pas fait signe à la sécurité de les repousser. Au lieu de cela, elle a doucement détaché la sucette de la veste de Léo et l'a placée dans sa bouche pour le calmer. S'éclaircit la gorge. Puis, elle s'est lentement retournée pour faire face à Liam et Béatrice. Elle a regardé directement dans l'objectif de la caméra d'information la plus proche. « Sébastien », elle a dit, sa voix calme et amplifiée par le silence qui est tombé sur la foule. « L'iPad, s'il vous plaît. » Sébastien lui a tendu une grande tablette. « Tu veux parler de famille, Liam? » Jennifer a demandé, sa voix coupant le bruit. « Tu veux parler de cruauté? » Elle a tapé l'écran et l'a levé. Il était connecté sans fil au grand écran numérique dans la vitrine de la boutique de luxe Saint-Régis derrière elle, un magasin qu'il se trouvait qu'elle possédait. La vidéo qui a commencé à jouer n'était pas de haute production. C'était des images de sécurité granuleuses de la chambre d'hôpital datées du jour de la naissance de Léo. L'audio a joué sur les haut-parleurs de la rue.
La voix de Béatrice stridente et claire. Signe-le, ma chère. Tu as servi ton but. Nous ne voulons pas le gamin d'une autre femme encombrant le penthouse de Tiffany. La voix de Liam dédaigneuse. Juste signe-le, Sarah. C'est mieux pour l'enfant de ne pas grandir dans une maison où il est mal aimé. La voix de Tiffany des images de la rue plus tard. Elle ressemble à un rat noyé. Conduit, Liam. Papa attend. Le silence dans la rue était absolu. Les reporters ont arrêté de crier. Le claquement des caméras a cessé. Sur l'écran, l'image de Liam refusant de regarder son fils nouveau-né tout en vérifiant sa montre était gravée dans les rétines de toutes les personnes présentes. Jennifer a baissé la tablette. Elle a regardé Liam, qui fixait le sol, son visage cendré. S'éclaircit la gorge. Béatrice avait l'air d'avoir été giflée. « Tu ne voulais pas de fils, Liam, » Jennifer a dit, sa voix remplie d'une tristesse profonde et pitoyable. « Tu voulais un héritier, et quand tu as pensé qu'il était pauvre, tu l'as jeté comme une ordure. Maintenant que tu sais qu'il est un prince, tu veux être un père. » Elle s'est rapprochée de lui. Les gardes de sécurité ont ouvert le passage, mais Liam n'a pas bougé. Il ne pouvait pas. « Tu ne le reverras plus jamais, » Jennifer a juré, assez bas pour que seul lui puisse entendre. « Non pas parce que je suis riche, mais parce que tu es dangereux. Tu vends des gens et je ne te laisserai pas le vendre. » Elle s'est tournée vers la presse, le menton haut. « Mes avocats déposeront des poursuites en diffamation contre quiconque imprime des mensonges sur mon fils. Et concernant M. Cross, je crois qu'il a une audience de faillite à laquelle assister. » Jennifer est entrée dans l'SUV. Sébastien a fermé la porte avec un bruit sourd satisfaisant. Alors que la voiture s'éloignait, la presse s'est retournée contre Liam et Béatrice. Les questions n'étaient plus compatissantes. Elles étaient vicieuses. « Monsieur Cross, avez-vous vraiment appelé votre fils un gamin? Madame Cross, pourquoi avez-vous expulsé un nouveau-né? » Liam a couvert son visage avec ses mains. Le coup avait échoué. Ils n'avaient pas juste perdu l'argent. Ils avaient perdu la seule chose qui aurait pu les sauver. Leur réputation. Ils étaient des parias. À l'intérieur de la sécurité tranquille de la voiture, Jennifer a finalement poussé un soupir qu'elle sentait d'avoir retenu pendant 1 heure. Elle a regardé Léo qui mâchait joyeusement sa sucette, inconscient du fait que sa mère venait de détruire ses ennemis avec un seul clip vidéo. « C'était efficace, madame, » Sébastien a dit, lui offrant une bouteille d'eau. « Ce n'est pas fini, Sébastien. » Jennifer a dit, fixant la fenêtre. « Ils sont désespérés. Les gens désespérés font des choses irrationnelles. » Béatrice ne s'arrêtera pas. Quelle est la prochaine étape? Les yeux de Jennifer se sont durcis. « Nous le finissons. Nous ne les laissons pas juste pauvres. Nous les laissons seuls. Je veux que vous trouviez la seule personne que Béatrice Cross craint plus que la pauvreté. » « Et qui est-ce, son premier mari? » Jennifer a dit. « Celui qu'elle a piégé pour détournement de fonds il y a 20 ans pour épouser la famille Cross. Trouvez-le, je pense qu'il est temps pour une réunion. » La fin pour Béatrice Cross n'est pas venue avec un grand bruit, mais avec un coup à la porte du Galaxy Motel dans le Queens. C'était 1 semaine après la désastreuse embuscade médiatique. Béatrice a arpenté la pièce exiguë, convaincue que le silence de Jennifer signifiait qu'elle rédigeait un chèque de règlement. « Elle a peur, Liam », s'éclaircit la gorge. Béatrice a insisté, ajustant un manteau qui avait connu des jours meilleurs. Elle sait que nous pouvons encore nuire à sa réputation. L'argent arrive. Quand le coup est venu, Béatrice a ouvert la porte en grand, s'attendant à un coursier. Au lieu de cela, elle a fait face à un fantôme. Debout dans le couloir se trouvait un homme aux cheveux gris s'appuyant sur une canne flanquée de 2 agents fédéraux. C'était Arthur Penhaligon, son premier mari. L'homme qu'elle avait piégé pour détournement de fonds d'entreprise il y a 20 ans pour ouvrir la voie à son mariage dans la famille Cross. Il avait passé 10 ans en prison pendant qu'elle dépensait son argent. « Bonjour, Béatrice, » Arthur a dit, sa voix rauque mais stable. « Tu as l'air différente sans le vison. » Béatrice a trébuché en arrière, son visage se vidant de sang. « Arthur, tu es censé être au Mexique. »
Je l'étais, Arthur a dit, entrant dans la pièce jusqu'à ce qu'une femme très gentille nommée Jennifer me trouve. Elle a engagé les meilleurs experts comptables judiciaires de Zurich pour réexaminer les anciens registres. Ils ont trouvé les comptes offshore, Béatrice. Ceux à ton nom, ceux qui prouvent que tu as falsifié ma signature. L'agent s'est avancé. Béatrice Cross, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, grand larcin et parjure. Alors que les menottes se sont refermées sur les poignets de Béatrice, elle a crié, se débattant comme un animal piégé. Elle a cherché l'aide de Liam. Liam fait quelque chose. Appelle les avocats. Hein? Liam se tenait dans le coin, regardant sa mère, l'architecte de sa misère, être traîné. Il a regardé Arthur, puis la pièce vide. Il a alors réalisé que sa mère n'avait pas seulement détruit la vie de Jennifer. Elle avait détruit la sienne aussi. Elle l'avait modelé en un homme faible et cupide qui ne pouvait pas reconnaître l'amour quand il le tenait. « Je n'ai pas d'avocat, mère, » Liam a dit doucement, « et je n'ai pas d'argent. » Béatrice a été traînée dehors, ses cris résonnant dans le couloir. Arthur a regardé Liam avec un mélange de pitié et de dégoût. Jennifer a laissé un message pour toi, garçon. Il a tendu à Liam une simple enveloppe blanche. Liam l'a déchirée avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une seule photographie de Leo souriant dans un jardin à Zurich, entouré de montagnes. Au dos, dans l'écriture élégante de Jennifer, il y avait 3 mots. Sois un homme. Il n'y avait pas de chèque, pas de seconde chance. Liam a sombré sur le sol de la chambre de motel. Il était finalement libre de sa mère, mais il était aussi entièrement seul. Il avait échangé une reine et un prince contre une couronne d'or des fous. Et maintenant, il devait vivre dans le royaume de cendres qu'il avait construit à des milliers de kilomètres sur la terrasse du domaine Vanderwalt, surplombant le lac de Zurich. Jennifer a respiré l'air alpin frais. Elle tenait Léo sur ses genoux, lui montrant un faucon planant au-dessus de l'eau. « Regarde, Léo !» Elle a chuchoté, embrassant le haut de sa tête. « Il vole !» s'éclaircit la gorge, juste comme nous. Le cauchemar était fini. La famille Cross était un souvenir. Jennifer Vanderwalt n'était plus la fille qui attendait d'être sauvée. Elle était la femme qui a construit le château, levé le pont-levis et régnait sur son monde avec un cœur d'or et une volonté de fer. Et c'est l'histoire de Jennifer Vanderwalt. C'est un rappel brutal que la vraie valeur n'est jamais trouvée dans un compte bancaire, mais dans le caractère de la personne se tenant à côté de vous. Liam et Béatrice Cross ont fait l'erreur fatale de confondre la valeur nette avec l'estime de soi. Ils pensaient qu'ils pouvaient jeter un être humain comme un reçu usagé, ne réalisant jamais que la femme qu'ils sous-estimaient détenait le pouvoir d'acheter et de vendre toute leur existence. Le voyage de Jennifer du chagrin stérile de cette chambre d'hôpital au sommet des Alpes suisses prouve une chose. La meilleure vengeance n'est pas juste le succès. La meilleure vengeance est de réaliser que les gens qui vous ont blessé ne comptent simplement plus. Elle n'a pas juste survécu à son divorce. Elle l'a transcendé, protégeant son fils et réclamant son héritage. À la fin, la famille Cross est tout perdue. Non pas parce que Jennifer était cruelle, mais parce qu'il l'était. S'éclaircit la gorge. Wow, quelle aventure! Si la vengeance de Jennifer a satisfait cette démangeaison de justice, allez-y et cassez ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Qu'est-ce que vous en pensez? Liam méritait-il une seconde chance ou a-t-il eu exactement ce qu'il méritait pour avoir écouté sa mère? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lis chaque. Et si vous voulez plus d'histoires sur les identités cachées, la justice karmique et les milliardaires déguisés, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.